tâcher de ne pas péter les plombs sur cette session. Énergie renouvelable, changement climatique et réindustrialisation. La France va-t-elle disjoncter? C'est à Bastien Tout-le-Monde, directeur régional d'Enedis, que revient la lourde tâche d'y répondre. Et Loïc Rivalin, mon confrère, ne sera pas de trop pour le soumettre à la question. On peut les applaudir. Et je les rejoins. Bastien, bonjour. On a vu dans les tables de ce matin que le mix énergétique actuel n'est pas du tout, loin de là, majoritairement électrique. Est-ce qu'on peut se dire avec, écoutez, c'est pas forcément le fait qu'on aille à marche forcée, mais vu les nouveaux usages, que le futur s'inscrit, pour le coup, le futur, lui, sera électrique, et si oui, à quel horizon? Bonjour Boris, et bonjour tout le monde. Alors oui, le futur sera électrique, mais le présent est déjà électrique. Si on se regarde là dans la salle, sans électricité, il n'y a pas de lumière, j'ai pas le projecteur dans les yeux là. Et on n'a pas de micro, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de vidéo, on fait rien. Et le futur sera de plus en plus électrique, c'est très clair. Juste pour vous donner quelques repères, on estime qu'à horizon 15 ans, d'ici 2040, la consommation d'électricité qui passera sur le réseau de distribution que nous gérons Enedis augmentera d'environ 25%. On en parlait ce matin, Christian Gaulier le rappelait, sur la question des mobilités par exemple. Les chances plus de voitures neuves qui ne soient pas électriques en 2035 nous fait penser que d'ici 2030, et 2030 c'est demain matin, il y a 6 voitures sur 10 qui seront électriques, et ces voitures électriques, il faudra bien les alimenter. Je parlais de chauffage. Aujourd'hui, il y a environ un tiers des logements qui sont chauffés à l'électricité. On estime qu'à horizon 2050, c'est 60% des logements qui seront chauffés à l'électricité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des transferts d'usage. Et Christian Gaulier le disait beaucoup ce matin. En fait, il va falloir qu'on réussisse à d'abord limiter nos consommations énergétiques et tout ce qu'on ne peut pas limiter, à le décarboner. Donc à transformer un usage carboné en un usage décarboné. Et alors sans que ça soit exclusif, une grande partie du décarboné passe par l'électricité. Donc c'est ça qu'il va falloir gérer ensemble et sans que ça disjoncte. Voilà, la question c'est que pour accompagner tout ça, j'imagine que le système électrique, il est dimensionné pour certains usages. J'imagine que vous y avez songé, vous l'avez dit, avec l'émergence de nouveaux besoins. Comment on fait pour que ce système, finalement, tienne la charge, si vous me passez encore cette expression? Pour ça, il faut faire deux choses. D'abord, il faut l'adapter aux sollicitations qu'il a aujourd'hui et prévoir les sollicitations qu'il aura demain. Et ces sollicitations, j'ai essayé de le dire un petit peu dans mon propos introductif, elles vont être nombreuses. Elles vont d'abord être sur ces fameux nouveaux usages que je vous décrivais, et ça va pouvoir amener les électrons jusqu'à ces nouveaux usages. Mais pour pouvoir utiliser des électrons et des électrons décarbonés comme on les a en France, il faut aussi que ces électrons soient injectés dans le système, en particulier avec le développement qu'on connaît beaucoup aujourd'hui de ces fameuses énergies renouvelables que nous appelons de nos voeux, qui ont une grande qualité de décarboné, comme le fait le nucléaire d'ailleurs, par contre, qui sont des électrons qui sont produits par des énergies intermittentes. Il y a du photovoltaïque quand il y a du soleil. Il y a de l'éolien quand il y a du vent. Donc un des défis qu'il va falloir qu'on gère ensemble, et je reviendrai souvent dans mon propos sur le ensemble parce que ça me paraît important, c'est de réussir à intégrer tout ça dans le réseau et à gérer cette variabilité de la production d'électricité décarbonée. Et notre réseau de base, est-ce que c'est un réseau qui est pérenne, qui a un historique, qui a été conçu pour des besoins de l'époque, mais qui a une forme de versatilité? Peut-être quelques chiffres On peut balancer plein de chiffres. Ce que je voudrais... Pas de chiffres, alors. 22, 34 et 178. C'est ça, dans le tiercé. Non, ce qu'on peut dire, c'est que le réseau, d'abord, il est indispensable. Il est indispensable. Pourquoi? Parce que pour pouvoir amener les électrons entre un lieu de production et un lieu de consommation, il faut bien qu'ils passent quelque part. Et ce quelque part, c'est le réseau. Ce réseau, il a été construit au fil du temps, dans une logique qui était au départ principalement une logique que je qualifierais de descendante. C'est-à-dire qu'il y avait des grands moyens de production centralisés, pilotables, qui faisaient descendre les électrons jusqu'aux différents lieux de consommation.
avec ces fameuses énergies intermittentes qui sont décentralisées, vous pouvez avoir en tête que 95% des énergies renouvelables sont accordées sur le réseau de distribution, c'est-à-dire au plus près de l'utilisateur final. Cette énergie, elle va être réinjectée dans le réseau et donc faire fonctionner le réseau dans l'autre sens. C'est-à-dire que les électrons vont remonter pour redescendre. Et ça ne marche pas du tout pareil que quand c'est simplement un réseau descendant. Donc ce réseau, on l'adapte. Mais ça peut être utile, effectivement. On peut se dire quelques chiffres. Pour vous donner des ordres de grandeur. Rien qu'en Occitanie, le réseau de distribution d'électricité, c'est 180 000 km. Si on parle peut-être beaucoup comme ça, 180 000 km, c'est plus de 4 fois et demi le tour de la France. C'est-à-dire sur le territoire occitan, si je mets tous les cas bout à bout, je fais 4 fois, pas le tour de la France, pardon, le tour de la planète, je fais 4 fois et demi le tour du monde. Ça, c'est énorme. Et pour gérer ça en Occitanie, c'est 4000 salariés. Donc tout ça, il faut le faire fonctionner. Pour vous donner un autre chiffre aussi, tu me dis quand on a marre des chiffres. Ouais. Dépenses liées au fonctionnement et à l'investissement sur le réseau en Occitanie, c'est à peu près 1 milliard d'euros par an. Ça, il faut le faire vivre. Et moi, j'avais un autre chiffre. Je crois que on est passé de... Alors, ça paraît invraisemblable. En fait, maintenant, vous avez 1 million de fournisseurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, vous aviez quelques dizaines de milliers, mais en fait, maintenant, il y a 1 million de sites qui fournissent de l'énergie. Enfin, il y a 1 million de clients particuliers qui ont l'éolien. Et ça, j'imagine que ça change énormément de choses, de passer de quelques dizaines de milliers à d'un seul coup 1 million de fournisseurs. Ouais, ça change beaucoup la donne. Alors, je me permettais une question de sémantique. Le fournisseur, c'est celui qui vend de l'électricité. Là, on va parler de producteurs, des gens qui injectent de l'électricité sur le réseau. Demain, tous producteurs ? Demain, de plus en plus de producteurs. On va le titrer pour l'année prochaine, ça c'est parfait, c'est un très bon titre. Vous savez que une façon de produire, c'est de produire l'énergie que je consomme. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation. Le département de France où il y a le plus d'autoconsommation qu'on qualifie d'individuel, c'est-à-dire je produis et j'accède que je consomme, c'est le Haut-Garde. Et oui, il y a maintenant 100 000. Moi j'ai cru lire 1 million, mais vous avez sans doute le bon chiffre. 1 million de producteurs qui injectent sur le réseau. On en raccorde 300 000 par an, ce qui fait que dans 3 ans, on aura doublé ce million. Si vous aimez les chiffres, un autre chiffre qui est symptomatique, tous les ans, on raccorde 5 gigawatts de puissance électrique de producteurs décarbonés. 5 gigawatts, même chose, ça ne part pas forcément beaucoup, c'est 5 tranches nucléaires. C'est-à-dire 5 réacteurs nucléaires en plus, tous les ans, raccordés sur le réseau. Et ça déforme complètement le système. Donc, une des missions qu'on a... Parce qu'il n'a pas été conçu pour ça, parce qu'il n'a pas été structuré pour ça. Donc, vous devez faire remonter cette énergie. Il y a de l'investissement, il y a de la complexité. Ça marche comment? Alors, il y a les deux. En fait, le réseau, il croît dans dimensions. Il croît en volume et il croît en complexité. Et il faut qu'on puisse à la fois construire les ouvrages qui permettront de gérer tout ça et mettre toute l'intelligence nécessaire dans le système. Parce que le système qui était relativement passif devient un système qui doit être actif pour gérer des injections variables et des consommations qui ne sont pas maîtrisables, parce que les clients consomment quand ils ont besoin de consommer. Et on a un dispositif que vous connaissez bien, dont on a beaucoup parlé ensemble. Tous les ans, Futura Plus, j'aime bien en parler. Boris, il m'aide pour ça. C'est notre fameux système Linky. Ah oui, j'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas. Le système Linky, donc les fameux petits boîtiers verts, ce qui permet de faire, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est de mesurer ce qui se passe sur le réseau pour pouvoir le piloter. Parce qu'un réseau comme ça se pilote. Oui, ce qu'on oublie de dire avec Linky, ce qui est intéressant, parce que vous évoquiez l'historique par rapport à Futurapolis, alors moi qui ai un petit peu de visibilité, c'est dans les premières tables qu'on faisait, on était sur l'aspect sociétal et l'acceptation de Linky. Aujourd'hui, on devient plus technique et on dit voilà, l'acceptabilité, l'acceptation, je pense qu'on est déjà passé à autre chose et qu'on est dans quelque chose de dire voilà, on a un instrument qui nous offre une certaine finesse, on voit qu'il y a des nouveaux usages, on voit qu'il y a des nouveaux producteurs et donc lui, il nous aide à basculer. Alors, sans basculer à notre tour dans le technosolutionnisme, on a là quand même un outil qui nous permet de numériser, digitaliser le système et qui va être la porte d'entrée finalement pour ces nouveaux usages. Finalement, c'est top le Linky.
Bah, Par formidable. rapport à ce qu'on se disait à cette... Non, Si on disait rien, oui. si on aurait su. Oui, ça aide beaucoup. Alors, ça nous aide à piloter le réseau. Ça aide aussi chacun des utilisateurs à maîtriser sa consommation énergétique. Un des exemples que j'aime bien donner, c'est que si vous faites le parallèle avec vos voitures. Quand j'étais jeune et que j'avais des cheveux, nos voitures, on ne voyait pas ce qu'on consommait en temps réel. On mesurait, on évaluait les conséquences de notre comportement routier au moment où on passait à la pompe. Il faut payer la facture. À partir du moment où on a des voitures qui nous montrent en temps réel quelle est notre consommation, on est beaucoup plus sensible et là on a un comportement beaucoup plus vertueux. On parlait d'intelligence mise dans le système. Il y a des échanges qu'on a depuis hier soir et qu'on a eu ce matin sur un thème qui me paraît central. C'est la fierté qu'on peut avoir en Europe d'avoir une maîtrise de la technologie, une avance industrielle qui fait de nous des champions du monde. On a parlé de l'aviation tout à l'heure. Le système électrique qu'on pilote en France est un système de champion du monde. Ici, à TSE, où vous avez le regard fixé sur le classement de Shanghai, 16e, j'ai entendu ce matin. C'est les hôpitaux, le classement des hôpitaux, surtout pour le public. Il y a les hôpitaux, il y a Shanghai. Il y a Shanghai, oui. Et nous, on regarde le classement de Singapour. C'est un classement qui mesure le côté smart des gestionnaires de réseau. Et Enedis, pour la 2e année consécutive, est première mondiale à ce classement des opérateurs de réseau les plus smart. Et ça, c'est une fierté qu'on peut avoir. Et il faut savoir aller le valoriser et le vendre partout dans le monde, parce que les autres ne savent pas faire ça. Et le compteur Linky y est pour quelque chose. Donc finalement, on se dit donc le réseau, même s'il est ancien et qu'il était conçu avec d'autres philosophies antérieures et qui sont complètement légitimes par rapport aux usages de l'époque, pour l'instant, grâce à cette numérisation, il devient capable d'absorber les nouveaux usages. Mais concrètement, comment ça se passe et comment il va réussir à faire ça? Parce qu'on se dit, c'est théorique, ou vous savez dès maintenant qu'il est dimensionné pour, ou vous avez déjà prévu les investissements qu'il faut. Et combien ça va coûter, oui. Ça, toujours là. Ça va coûter des sous. Et ça va coûter du savoir-faire aussi. Si on branche sur les chiffres, quelques chiffres, d'ici 2040, sur le réseau de distribution que nous gérons, c'est en tout 100 milliards d'euros qu'il faudra dépenser. Chez les gens qui gèrent le réseau de transport, c'est à peu près la même somme. C'est-à-dire qu'on est là sur un monde du réseau électrique où dans les 15 ans qui viennent, il y aura 200 milliards de dépenses à faire. Et ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'électricité française. Alors ça a été fait une fois au moment où il a fallu faire une première électrification de la France. Pour ça qu'on dit qu'on est maintenant lancé dans une 2e électrification de la France. Mais est-ce qu'il y a le même état de nécessité? Et est-ce que, enfin, volontaire, une question un peu provocante, mais est-ce que vous pensez qu'on va vraiment allouer ces ressources et qu'on en a pris conscience? Enfin, il faut que les décideurs en ont pris conscience. Ouais. Alors, 200 milliards à trouver alors qu'on sait qu'il y a déjà des problématiques, il paraît, de budget, de gouvernement même, tout simplement. Alors, je pense que la conscience est là. Après, il nous appartiendra d'utiliser cet argent de la façon la plus efficiente possible. Et on sait tous qu'on se met beaucoup d'exigences sur le sujet. Et la chance qu'on a, c'est que c'est de l'argent qui est investi sur le territoire national, ancré dans chacune de nos régions, parce que c'est des compétences qu'on va chercher sur place, parce qu'on en a besoin sur place. Là, on n'a pas de délocalisable, là, ça ne peut pas venir de Chine. Là, c'est pas possible. Ouais. D'accord. Donc, c'est un investissement pour l'avenir du pays qui est absolument nécessaire. Après, il va y avoir des problématiques. Vous allez devoir avoir de la main-d'œuvre, enfin, au-delà de l'investissement. Il va falloir qu'il y ait des gens qui ont les compétences dédiées. Et toutes choses étant égales par ailleurs, ce qui se passe aussi, il y a un petit phénomène corrélé, c'est qu'il y a le changement climatique. Donc vous jouez, il y a pas mal de paramètres à gérer en même temps là. Oui, alors c'est ce qui enfin, entre les 200 milliards et le changement climatique, vous avez de quoi faire, quoi. Oui. Ici, on est dans un lieu de formation et c'est super important. Tous les industriels avec lesquels vous allez échanger vont vous dire que chacun, au prisme de leur métier, l'enjeu crucial, c'est de réussir à avoir les compétences dont ils ont besoin. Et la chance pour les jeunes qui sont étudiants aujourd'hui, c'est qu'ils sont la richesse dont on a besoin demain dans nos entreprises, et on va se bagarrer pour avoir les compétences et les meilleures compétences. Sauf que vous êtes en compétition avec d'autres secteurs. Alors moi, il y a un truc... Comment on rend tout ça sexy? Comment on attire les jeunes? Viens le jeune,
Deux choses. La première, c'est que je pense que ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est que travailler sur l'avenir du système électrique, c'est travailler à l'avenir de la planète, c'est travailler un métier qui fait sens pour permettre à tous les utilisateurs d'avoir de l'énergie suffisamment abondante, suffisamment sûre et suffisamment bon marché. Vous le savez sans doute ici, dans une école d'économie, la qualité de vie ou le développement économique d'un pays est très dépendant de sa capacité à avoir de l'énergie en quantité suffisamment abondante. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, il faut que l'énergie qu'on consomme pour vivre aujourd'hui soit une énergie décarbonée, pour pas qu'on pollue ou qu'on obère l'avenir de nos enfants avec notre énergie d'aujourd'hui. Donc bosser aujourd'hui sur le système électrique, c'est à la fois permettre la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Ça, je pense que les jeunes générations, ils sont très sensibles. Après, c'est vrai qu'il y a un impensé depuis le début de cette table, mais souvent quand on parle d'énergie, quand on regarde les tableaux, qu'on voit les émissions de l'Allemagne ou de la Pologne, nous, on est en vert, on est tout au top avec d'autres pays. Et c'est grâce finalement à cette politique nucléaire, il faut le dire, qui a été initiée il y a longtemps, qui a été ensuite conspuée, et là qui revient. Cet aspect, quand même, il est assez fondamental pour qu'on continue. Vous l'avez dit, on doit évidemment maximiser l'intégration des énergies renouvelables. Néanmoins, le parc et les futurs projets, c'est important aussi. Ça fait partie de l'équation. C'est une autre composante du système électrique. Alors, nous, chez Enedis, on n'a pas à donner un avis sur la composition idéale du parc de production français. On constate ce que les hommes politiques veulent et nous, on s'organise pour le gérer le mieux possible sur la partie qui nous revient. Oui, néanmoins, vous avez hérité de ça quand même. Mais effectivement, aujourd'hui, on entend, et on s'adapte pour ça, que la cible énergétique décarbonée, c'est peu ou prou pour moitié du nucléaire et peu ou prou pour de moitié du renouvelable. Et ça va fonctionner. Alors vous êtes l'un des acteurs, puisqu'on parle d'Enedis, il y a toute une chaîne, et une chaîne de valeur, une chaîne entre les producteurs, ceux qui transportent, ceux qui gèrent le réseau. Comment on fait pour que ce soit le plus fluide possible, que tout le monde s'entende? Est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Est-ce que tout le monde a les mêmes intérêts finaux? Alors là, le sujet devient tout de suite un peu plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça s'impose à nous. Ce qu'on doit réussir à faire, et c'est un des messages que j'aimerais partager ici aujourd'hui, c'est il faut pouvoir jouer la partition tous ensemble. Si l'un ou l'autre des acteurs est défaillant, c'est l'ensemble du système qui ne marche pas. Donc il faut qu'on puisse se parler et essayer de partager la direction dans laquelle on tire ensemble. Sinon, ça ne va pas aller. Mais vous sentez quand même qu'il y a un but commun, parce qu'au bout de la chaîne, il y a les consommateurs que nous sommes, enfin, et les industriels aussi, qui évidemment, qui sont une part non négligeable. Mais quand on se dit ça fluctue tellement et que c'est devenu un gros sujet, que ça l'est témoin, et aujourd'hui dans le panier des ménages, c'est devenu un sujet de préoccupation important, on voit que si tout n'est pas aligné, et en plus, il y a l'Europe qui s'y met, enfin, vous voyez, c'est une équation d'une complexité. Oui, l'équation est complexe, mais c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver, et je pense qu'on va aussi y arriver en étant ancré dans la vie de nos territoires. L'électricité, c'est pas un objet qui est désincarné, c'est pas un objet qui est délocalisé ou délocalisable, c'est un objet qui est ancré dans la vie des territoires. C'est pour ça qu'on croit beaucoup au fait qu'avec les pouvoirs publics, avec les acteurs du territoire, il faut qu'on puisse être au clair sur ce qu'on veut faire et qu'on puisse le faire ensemble. Je vais prendre un exemple. Il y a de nombreux projets de production qui voient le jour. Il est important que ces projets de production se développent à des endroits où le réseau est disponible. S'ils se développent à des endroits où le réseau n'est pas disponible, ça va tout de suite être plus cher, plus long pour le faire. Je prends un exemple. En faisant un parallèle, un autre type d'infrastructure, c'est les infrastructures routières. Un opérateur de transport, il va aller s'installer à côté d'une autoroute. Pour pouvoir utiliser l'autoroute, il ne va pas se mettre au milieu de la campagne en disant « j'attends qu'il y ait une autoroute qui vienne jusqu'à moi ».
Nous, ce qu'on essaie de partager avec les acteurs du territoire, c'est de la même façon, quand il y a un besoin d'utiliser l'infrastructure du réseau, que ce soit pour injecter de l'énergie ou pour soutirer de l'énergie, il faut se demander assez vite, est-ce qu'il y a une infrastructure de distribution d'électricité à l'endroit où je vais m'installer pour pouvoir le faire. Et est-ce que c'est ce qui est le cas? Est-ce que c'est souvent proche ou il y a aussi l'héritage, ça a été conçu à une certaine époque et que ça peut être peut-être aujourd'hui un peu loin de certains lieux de production potentielle? Je pense qu'on a du chemin à faire ensemble là-dessus. On a du chemin à faire parce que pendant très longtemps, le système électrique était un petit peu surdimensionné. Ce qui fait que peu ou prou, ça marchait toujours, un peu où qu'on aille. Ça, c'est plus vrai. Donc maintenant, il faut s'habituer à aller chercher la disponibilité de l'infrastructure là où elle est. On a une chance, c'est que ce système qui a été conçu par nos anciens a été très bien conçu. Un autre chiffre, si vous le permettez, l'électricité que vous avez aujourd'hui, quand vous appuyez sur votre interrupteur, ça fonctionne dans 99,99% des cas. C'est gigantesque. Un service qui est rendu 99,99% du temps, il n'y en a pas beaucoup. Donc on a été habitué à ça. On est dans le confort. Et maintenant on râle. Si ça saute, on râle. Donc si on veut pouvoir continuer à bénéficier de cette qualité de service-là, il faut que notre génération sachions, dans le contexte qui est nôtre aujourd'hui, avoir la même exigence de qualité de construction au service des clients et des territoires que ça n'a été il y a quelques décennies pour construire le système dont on profite aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut avoir des investissements à la hauteur aussi. On a beau être inventif, on a beau avoir un des smart grids, si ça ne suit pas quand même, il y avoir un petit goulot d'étranglement à un moment donné. C'est les 100 milliards. Il y a une petite cagnotte à la sortie. les fameux. J'évoquais antérieurement aussi un autre aspect, puisqu'on le voit, il y a plein de choses trappes et de. C'est bien, vous avez l'air tout souriant et optimiste, mais bon, je parlais aussi rapidement du réchauffement climatique. En quoi ça impacte l'infrastructure et en quoi là c'est un problème assez tangible et auquel il va falloir répondre? Alors ça c'est un autre défi qu'on a un petit peu abordé d'ailleurs dans l'intervention d'avant, juste avant, avec la question de l'eau. C'est que le changement climatique va impacter fortement les ouvrages qu'on gère. Donc en même temps qu'on doit accueillir des nouveaux producteurs et être capable de délivrer l'énergie dont on en a besoin pour permettre cette fameuse réindustrialisation de la France qu'on appelle tous de nos voeux, il faut aussi faire en sorte que la transformation climatique ait le moins d'impact possible sur les ouvrages qui font le lien entre les deux. Et là, pour le coup, je vais être un petit peu moins optimiste. Les transformations sont déjà très clairement à l'œuvre. Hein. Les plus 1,5 degrés, on s'attend à les voir arriver en 2030. Et là, les conséquences sont importantes. C'est quoi les menaces les plus importantes sur? Oui, c'est-à-dire c'est les câbles qu'on chauffe, c'est quoi? C'est les rivières qu'emportent. Alors, c'est sur la question du vent, des ouvrages qui sont impactés, et d'ailleurs souvent des arbres qui tombent sur les ouvrages. Sur la question de la neige, ce qu'on appelle nous la neige collante, qui vient se coller sur les conducteurs, qui les alourdit et qui peut les faire tomber. Il y a les inondations, parce que l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage. Donc on est obligé de protéger nos installations et d'anticiper quand il y a une inondation, de couper les courants pour éviter des problèmes. Et de plus en plus, on a des phénomènes liés à la chaleur. Pour les ouvrages souterrains, quand la chaleur monte, le trottoir ou la route dans laquelle ils sont positionnés se réchauffe. Et certains ouvrages, en particulier les plus anciens, n'aiment pas la chaleur. Et on a des défauts sur les réseaux souterrains et qui, là, pour le coup, sont plus difficiles à identifier. Et souvent en zone urbaine. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il nous faut gérer. Et on en discute beaucoup avec les autres opérateurs d'infrastructure. On ne l'a pas trop dit tout à l'heure avec les gestionnaires d'eau, mais c'est très profond. Tous les opérateurs d'infrastructure se tiennent par la barbichette. Sans électricité, les gestionnaires d'eau ne savent pas distribuer leur eau. Ceux qui gèrent l'assainissement ne savent pas faire tourner leurs usines d'assainissement. Sans électricité, les opérateurs de télécom ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire que vous n'avez plus de téléphone
Et si j'ai plus de téléphone, je ne peux plus gérer mon réseau électrique pour aller réalimenter automatiquement mes installations. Je crois que je préférais votre phase optimiste là. Donc tout ça, c'est en train de me mettre un blues. Et ça va bien se passer. Non, ce que je veux dire par là, Boris, c'est qu'il faut qu'on puisse bosser tous ensemble et apprendre à gérer les aléas qui forcément vont se produire. Mais si on se connaît bien, on sera résilient. Et si on est résilient, on saura faire face. Ça veut dire que vous vous parlez? Ça veut dire qu'on fait plus que se parler. Une de mes convictions, c'est qu'il faut que les gens puissent se faire confiance. Enfin, je vais le dire différemment. Si une crise arrive, pour être efficace dans la gestion de la crise, il faut pouvoir se faire confiance. Pour se faire confiance, il faut se connaître. Et ce n'est pas au moment où la crise arrive qu'on commence à faire l'effort pour se connaître. Donc on a développé entre nous des réseaux qui nous permettent de connaître le métier de l'autre, de connaître la personne pour lui faire confiance, ce qui fait que le jour où on aura un pépin, on saura le traiter rapidement. Ça, c'est pour le côté moins positif. Mais ça d'ailleurs, c'est intéressant. C'est quoi le scénario de crise en fait? Demain, il y a la Garonne déborde et la moitié de Toulouse est privée d'électricité. Ça se gère avec un ministre, avec la ville. J'ai vu qu'il y avait des centres secrets en fait dans chaque région. On vous annonce une ou deux journées avant, les RTE annoncent les baisses de voilà. C'est quoi un peu le scénario de la catastrophe auquel vous entraînez? Et est-ce que c'est nouveau de s'entraîner à ces catastrophes? Il est goulu quand il pose la question. C'est quoi le scénario? Bah oui, on veut savoir. Il y a des trucs secrets. Chouette, un drame. Oui, voilà, exactement. Moi, je suis le côté pessimiste de Boris. Et puis moi, j'aime bien votre côté pessimiste. Allez-y. Ouais. Alors, deux choses. Il y a ce qui est prévisible et ce qui ne l'est pas. Ce qui est prévisible, on aime relativement bien. Et puis, avec tous les modèles d'IA, entre autres, dont on parlait tout à l'heure, on sait de mieux en mieux prévoir. C'est-à-dire que quand un coup de vent arrive, on le voit arriver plusieurs jours à l'avance, on sait avec quelle intensité, on sait avec quelle direction de vent, ce qui nous permet d'anticiper. Et typiquement, quand il y a des grands aléas climatiques comme ça, on est capable de prémobiliser des ressources qui viennent de partout en France pour, avant même que le coup de vent soit passé, avoir des gars prêts à réparer. Si on doit avoir une crue, celle-là, on va la voir venir aussi. Les crues, en plus, on a le temps de voir les venir. Donc, on est capable de s'organiser pour anticiper le truc. Et tout ça, c'est des événements, des aléas qu'on connaît. Ce qui fait qu'on a des procédures, on sait s'organiser pour. C'est vrai qu'on dit souvent tant de foyers coupés quand il y a des événements climatiques ou il y a un marronnier journalistique. On dit oh là là, la neige, c'est l'hiver, il y a de la neige. Tant de foyers coupés. On dit voilà, les équipes ont œuvré d'arrache-pied pour permettre qu'à Noël ce soit connecté. Donc ça, vous savez faire. Vous avez des équipes dédiées, vous avez des. Ça, on sait faire. Le sujet qui peut être plus compliqué, c'est ce qui nous arrive avec le Covid, par exemple. C'est quand on voit arriver une crise qu'on n'avait pas anticipée. Donc on n'est pas organisé pour les traiter. Quand est arrivé le Covid, je n'avais pas dans mon placard une procédure qui dit s'il y a une crise Covid, tu fais ça. Donc, ça veut dire quoi le Covid? Il y avait une surproduction? Il y avait au contraire, enfin, qu'est-ce que ça a engendré pour vous? Enfin, déjà, un impact sur votre personnel, mais. Justement, c'est bien ça, c'est l'impact sur le personnel. C'est que quand on ne peut plus faire travailler les gens ensemble parce qu'on n'a plus le droit de se côtoyer, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire fonctionner le système. Donc, le fait que tous les opérateurs qui se tiennent par la barbichette se connaissent bien, fait ou fera que le jour où on aura un aléa qu'on n'est pas capable d'anticiper, on saura rapidement trouver les solutions parce qu'on se connaît. Et c'est à ça qu'on croit. Alors après, puisqu'on parlait de réchauffement climatique, on parlait des 100 milliards, puis 100 milliards plus tard, mais j'imagine ce que vous décriviez, par exemple, en ville, les câbles qui chauffent ou les problèmes aériens, tout ça, il va falloir aussi investir. J'adore ramener ça sur des histoires d'argent, mais c'est combien de milliards en plus, histoire de nous faire peur? Alors, sur les investissements qu'on fait, il y en a à peu près un quart qui sont dédiés à l'insensibilisation ou la réduction de la sensibilité aux aléas climatiques. Et il y a des nouvelles normes techniques, il y a de la recherche qui a été faite sur les câbles actuels, j'imagine, on se dit, on a un horizon de plus 1,5 degré ou plus de degrés, il va falloir qu'on augmente cette résilience. Ouais, typiquement, on est comme dans toutes les industries, on s'adapte en fonction des retours d'expérience. Typiquement, les câbles souterrains sensibles à la chaleur dont je vous parlais, c'était des câbles, alors pardon d'entrer un peu dans la technique, mais où l'isolant, le diélectrique, c'est du papier imprégné d'huile. L'huile, quand il fait chaud, il n'aime pas parce qu'ils fond. Et s'il y a un défaut dans le câble, l'huile s'en va et donc on perd le diélectrique. Donc maintenant, les câbles sont des câbles synthétiques qui ne sont pas
soumis, enfin qui n'ont pas le même risque par rapport à la température. Mais tout ça, il faut qu'on puisse regarder de façon systémique avec tous les autres acteurs pour que nos aléas soient bien compris des autres et qu'on fasse attention aux effets sur le copain de l'action que moi je mène. Parce qu'on est tous interdépendants. Ouais, enfin, vous, en prime, c'est quand même, les autres sont indépendants de vous. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Comme dit Coluche, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Parce que tout le monde s'écarte voilà, quand vous arrivez dans la pièce. Il y a donc les aléas que vous prévoyez. Est-ce que dans les aléas que vous ne prévoyez pas, enfin, qui sont difficiles par essence à prévoir, vous avez évoqué tout à l'heure l'IA, on imagine aussi qu'il puisse y avoir des attaques de type cyber. Alors peut-être moins, vous allez nous le dire, parce que c'est peut-être un fantasme de ma part, où on se croirait aux États-Unis ou je ne sais quoi, ou peut-être que le réseau a été conçu de façon à résister aux attaques dès le départ parce qu'il n'est pas connecté à des aspects numériques, tout simplement. Ou alors on a des super ingénieurs français qui avaient déjà compris que... Non mais blague à part... Et ça se hack un link. Et est-ce que ça se hack un linky, quoi? Voilà, est-ce que ça se hack? Est-ce que la menace cyber est une vraie menace? La menace cyber est une vraie menace. Et quand je parlais des aléas qui peuvent nous arriver nouveaux, celui-là en fait très clairement partie. Donc ça veut dire une extrême exigence d'abord de chacun des utilisateurs de nos systèmes d'information. Parce que vous le savez qu'en matière de cyber, la principale fragilité ou le principal levier, c'est l'utilisateur lui-même. Et après, c'est des équipes qui sont très professionnelles pour être capables de bloquer toutes les attaques. Mais on ne peut pas imaginer que ce n'est pas un risque. Donc c'est un risque qu'on prend très clairement à cœur. Mais justement, quand vous parliez des acteurs qui se parlaient entre vous, on pourrait imaginer que Orange puisse avoir une expertise pour dire, nous, on peut anticiper un peu le risque cyber. Vous voyez, il peut y avoir des passerelles pour vous aider, pour vous accompagner. C'est pas du tout les mêmes métiers, pas du tout les mêmes risques. On a des métiers qui sont très similaires. Et effectivement, je suis assez d'accord avec l'idée que chacun a son expertise. Et dans un réseau de gens qui se tiennent par la barbichette, il faut que chacun puisse mettre sa propre expertise au service des autres. Et les opérateurs de télécom sont sans doute encore plus experts dans la gestion de ce fameux risque cyber. Alors si on voulait résumer, Bastien, tout le monde, le réseau, il a été bien conçu à l'époque, il va monter en charge du fait des nouveaux usages, il ne va pas disjoncter donc. Si on met 100 milliards, puis 100 milliards. On n'a pas dit 100 plus. Pas plus juste 100 milliards. On n'a pas dit 100 puissant, on a dit 100 et 100, Boris. 100 milliards sur le réseau de distribution, 100 milliards sur le réseau de transport. D'accord. Okay. Non, enfin, il va tenir, mais moyennant que tous nous en prenions soin, nous dans la gestion que nous en faisons, et tous les gens qui l'utilisent dans la façon dont ils le sollicitent, soit pour aller se raccorder à des endroits qui font sens, soit en ayant un usage de l'électricité qui soit le plus en adéquation possible avec la disponibilité de l'électricité, avec les moyens de production qui sont les nôtres. Donc il y a quelque part un besoin de responsabilité collective pour que ce bien commun que nous utilisons ensemble puisse continuer à rendre le service excellent qu'il rend aujourd'hui le plus durablement possible et pour le moins cher possible, puisque c'est aussi un enjeu. Vous avez dit le mot ensemble, vous avez commencé avec le mot ensemble, là vous parlez de bien commun. Est-ce que le risque aussi, c'est pas, avec l'autoconsommation, que ça change un peu les solidarités autour de cette électricité? Aujourd'hui, on est tous à la payer, c'est le contribuable qui investit. Est-ce que demain, est-ce qu'on voit émerger des nouveaux individualismes de l'autoconsommation et finalement ne pas vouloir se raccorder au réseau, ne pas vouloir faire vie commune ensemble là-dessus? C'est une des déformations qui est en cours. Il y a effectivement une appétence à jouer local, c'est-à-dire je produis local, je consomme local. Comme ça, en plus, je sollicite moins les infrastructures. C'est l'impression que ça donne. Il faut en voir les vertus. Par contre, il faut aussi être lucide sur les risques que ça amène. Et un des sujets, c'est la question de la solidarité territoriale. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'utilisation du réseau électrique, où vous soyez en France, vous allez le payer exactement le même prix. Que vous soyez à un endroit où ça coûte très peu cher de le gérer parce que c'est très dense dans les centres urbains, ou un endroit où c'est très cher de le gérer parce que c'est pas dense du tout, à la campagne ou en montagne. Donc cette mutualisation, c'est une caisse de sécu électrique, quoi. Ouais, c'est de la solidarité. C'est ce qu'on appelle la péréquation tarifaire. Et ça joue, en termes, là je parle aménagement du territoire, ça joue de la solidarité entre l'urbain et le rural. Quelque part là, le rural profite de la solidarité de l'urbain,
D'un autre côté, l'énergie, elle est produite en rural. Donc l'urbain, il est bien content d'avoir l'énergie qui est produite dans le rural. Voilà, donc chacun tient son bout de responsabilité. Donc effectivement, il faut qu'on soit attentif à ce que des nouvelles appétences à jouer local, qui s'entendent très bien, ne se fassent pas au détriment de l'intérêt général. En particulier, pardon, là je vais rentrer un petit peu dans la technique aussi, le réseau, il doit être construit, il doit être dimensionné en fonction de la puissance maximum qui est appelée. Donc quelqu'un qui dit « moi je joue en autoconsommation, donc la plupart du temps je n'utilise pas le réseau, par contre j'ai besoin qu'il soit disponible pour moi quand j'en ai besoin à plein pot », il va coûter le même prix à la collectivité que celui qui l'utilise régulièrement, mais il va beaucoup moins le financer parce qu'il le sollicite beaucoup moins. Donc là, il y a une question d'équilibre et de solidarité qu'il est important de regarder. Et je trouve que c'est comme beaucoup des sujets qu'on a évoqués tout au long de la soirée d'hier et de la journée d'aujourd'hui. On se rend compte qu'on attaque un objet qui est a priori un objet technique, mais finalement, quand on tire la pelote, ça mène des questions de fonctionnement de société. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Bastien Tout-le-Monde. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et on va prendre vos questions. Si vous en avez, est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, on va vous donner un micro ici. Oui, bonsoir. En fait, deux petites questions qui piquent un peu, je préviens. Que penser de la tribune récente de professionnels, Henri Proglio et consorts, qui critiquent l'argent fou qui est mis dans le développement du durable? Voilà, une tribune récente, j'imagine que tu es au courant, Bastien. Et l'autre question, j'entends beaucoup parler de biens communs, d'intérêt général, de solidarité. Est-ce que tout ça est bien compatible avec un marché qui est assuré par des acteurs privés, voilà, qui ont des impératifs financiers comme tous les acteurs privés, avec des gros besoins de financement et de rentabilité sans doute? Alors, sur la première question donc de cette tribune. Bon, alors je vais faire joker sur la première question. Bon, avec Thierry, on se connaît. Je fais joker sur la première question. Moi, je ne suis pas légitime à répondre sur la question de l'argent qui est mis. On doit préciser que vous devez vous montrer neutre, eu égard à votre... oui, Enedis ne doit pas prendre... Exactement. Sur la deuxième question, là aussi, ça rejoint des débats qu'on a depuis le début de la journée et de la soirée d'hier. C'est comment est-ce qu'on tire le meilleur d'un mode de fonctionnement qui, par son ouverture, son innovation, stimule l'initiative et amène chacun à aller chercher le meilleur de ce qu'il peut les trouver, et en même temps, une forme de régulation qui garantit que les principes fondamentaux qui nous permettent de vivre en société, la péréquation tarifaire par exemple, ou la solidarité territoriale, sont préservés. Et moi, j'ai l'impression que dans le système électrique qu'on vit en France, même s'il est vrai qu'il s'est complexifié au fil du temps, parce que c'est devenu de plus en plus compliqué, ok, dont acte, il faut qu'on fasse avec, on a su garder ces fondamentaux de solidarité, mais aussi d'innovation. On a en France la solidarité territoriale et la capacité à innover, c'est ce que je disais sur le classement de Shanghai tout à l'heure, de Singapour tout à l'heure. Et c'est une question d'équilibre importante. On va prendre une dernière question, si vous avez... On voit vraiment rien. Alors, moi, sinon, j'en ai une. Ce sera Loïc, la dernière question. Oui, sur le mot disjoncté, parce qu'en fait, on a pris plein de sens du mot disjoncté. Est-ce que ça va résister à... Est-ce qu'il va y en avoir trop? Est-ce qu'on va résister au vent, au climat, à la sécheresse ou aux inondations? Disjoncté, c'est aussi péter les plombs. C'est aussi, on a vu quand même des nouvelles passions autour de l'électricité et qui sont peut-être nouvelles pour vous à Enedis, c'est-à-dire que on avait l'habitude de l'objet pétrole qui déchaînait des passions depuis des décennies, et maintenant avec Linky, on a vu ce que ça a créé. Avec la voiture électrique, on peut imaginer demain des gilets jaunes électriques aussi. Voilà. Est-ce que c'est nouveau pour vous d'appréhender ce phénomène-là, d'un seul coup, d'une électricité qui déchaîne les passions? Oui, je pense que c'est relativement nouveau, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la question énergétique et la question électrique en particulier, puisque c'est une énergie décarbonée, est au cœur de notre fonctionnement de société, est au cœur des attentes et donc de fait des préoccupations des uns et des autres. Et ça, il faut qu'on puisse en parler ensemble.
Donc oui, c'est nouveau, mais il faut qu'on apprenne à gérer. C'est ça, vivre en société. On se le dit depuis le début de la journée. Il faut que les différents avis puissent s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses ensemble. Merci encore. Merci beaucoup, Bastien Tout-le-Monde. On se retrouve dans quelques instants pour la session consumériste frigo indifférent. À quoi ressemblent les Français une fois la porte fermée? À tout de suite.